الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نستضيف الليلة الأستاذ الجامعي والاقتصادي محمد بن محمد الحسن. أهلا وسهلا. وسنحاول أن نتحاور معه حول الاقتصاد وحول الديمقراطية الاحتوائية والحكم الرشيد الذي كان من أواخر مؤلفاته. دكتور comment vous allez? السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. Alors, je vais vous interroger d'abord sur l'actualité, avant de parler de la démocratie inclusive. La Mauritanie vient d'être rayée de la JOA, African Growth and Opportunity Act, mais elle bénéficie toujours du GSP, Generalized System of Preferences. Alors, est-ce que cela a un impact très lourd pour notre économie ou plutôt trop de peur pour rien? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Parce que vous parlez d'actualité, à chacun son actualité. Permettez-moi en ce mois de Mouloud de prier sur le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وقدره العظيم. Parce que vous parlez d'actualité aussi, c'est un mois de novembre et c'est le mois d'indépendance de la Mauritanie. Et permettez-moi d'avoir une pensée à ce père de la nation, à Al-Mukhtar al-Ladda, Allah yarhamou, qui avait l'habitude de fournir à la nation un rapport tous les ans et qui nous permettait de nous informer, entre autres, sur l'actualité économique. Maintenant, j'avoue totalement mon ignorance sur l'accord ou sur les relations entre les États-Unis et la Mauritanie. Je m'excuse de cette ignorance parce que j'ai toujours considéré qu'elle est pas très significative tant au niveau des relations entre États qu'au niveau des relations commerciales et d'investissement et autres. J'ai appris comme vous que M. Trump a décidé de rayer la Mauritanie de ce que je viens d'apprendre son existence. Donc, je m'excuse pour mon ignorance, mais je crois que ce n'est pas significatif, comme disent les auditeurs. Très bien. Disons que leur contenu prévoit que la Mauritanie bénéficierait entre 32% à 36% d'exonération de taxes douanières. On parle sur les exportations de la Mauritanie pénétrant le marché américain. Pour être honnête, l'enveloppe est presque négligeable. Si ma mémoire ne me trahit pas, et je parle sous votre contrôle, il est de quelques millions de dollars. Mais c'est l'impact moral. La Mauritanie a été rayée parce qu'elle a été jugée par M. Trump et son administration comme étant un pays esclavagiste. C'est donc le fardeau moral sur lequel je souhaite, bien que je sais que vous êtes apolitique, comme moi d'ailleurs, je souhaite entendre et écouter et recueillir votre point de vue. Vous savez, vous rejoignez ce que j'ai toujours pensé dans cette relation économique et financière avec les États-Unis. Nos exportations, c'est essentiellement le fer, c'est le poisson, et je crois que les principaux clients sont plutôt en Europe et en Asie, pas aux États-Unis. Deuxièmement, sur le plan moral, j'avoue que même si je ne suis pas l'actualité politique, je ne suis pas indifférent à ce qui se passe ni ici ni ailleurs. Et je crois que si c'était M. Obama, par exemple, qui prenait cette décision, elle aurait eu beaucoup plus d'impact moral que M. Trump, dont les décisions, les tweets, ne surprennent plus personne et manque d'importance parce que lui-même, il se décrédibilise, il se met en porte-à-faux avec le monde entier
Et je crois que quelle que soit l'importance des États-Unis, elle reste un seul pays. Et avoir tout le monde contre lui, en contentieux avec tout le monde, y compris la Mauritanie, je crois que cela a tenu de l'impact de ces tweets et des décisions de M. Trump, d'autant plus que, permettez-moi, je n'aime pas ce terme d'esclavagisme, j'en ai horreur, mais je crois que nos problèmes à nous ne se régleront pas aux États-Unis ni à Washington, ils se régleront à l'Igleite, à Ouinat Zbel, dans nos propres contrées et par nos propres moyens. Et le fait de nous étiqueter et de nous donner une mauvaise image, je pense que ce n'est pas quelque chose sur lequel je veux me lancer. Et je voudrais traiter les problèmes mauritano-mauritaniens dans le cadre de la Mauritanie, mais discuter avec monsieur ou juger ce que pense monsieur Trump, cela n'est pas du tout de mon goût ni ma préférence, et il a ses problèmes à lui, ses relations avec les Noirs, son esclavagisme, sa démocratie ou autre, ça le concerne là-bas, il n'a qu'à gérer ça là-bas. Et quant à se défouler ou transférer ses problèmes sur nous, je ne suis pas pour un débat sur ça. Très bien. De toute façon, le problème est un problème maintenant de juridiction spécialisée, c'est un crime. Et franchement, c'est le pire des crimes. Après la mécréance. Et donc, c'est aux tribunaux mauritaniens spécialisés et à l'administration d'appliquer la loi, toute la loi, dans toute sa rigueur, sans complaisance et sans aucune circonstance atténuante. Alors, passons. Très bien. Vous avez écrit un livre qui a fait tilt, puisqu'il a fait le tour de la France et du Maroc. Là encore, si ma mémoire ne me trahit pas, parce que je commence à perdre des cheveux. Et j'ai l'impression que dans ce livre, que j'ai lu en diagonale, comme on dit, vous avez dit que la démocratie est le moins mauvais système pour, disons, pour les pays à ressources limitées ou insuffisantes. Très bien, disons, moi je veux parler du tiers monde musulman. Moi je trouve que c'est vrai, c'est le moins mauvais. Le pire, c'est la dictature, mais c'est le moins mauvais. Mais je reste, même si je ne partage pas votre analyse, je reste persuadé que c'est un produit qui a été fait et conçu par des gens qui cherchent à nous coloniser, à exploiter nos richesses et à nous diviser, et donc il ne peut en aucune manière servir les États musulmans. Et d'ailleurs, je me tourne vers l'universitaire pour l'interroger, montrez-moi un pays musulman où le modèle démocratique, dans ces deux versions, parlementaire et présidentielle, a marché. J'ai hâte de savoir. Oui. Monsieur Mohamed Ahmed, je respecte parfaitement votre opinion. Et le débat sur la démocratie, je crois que c'est un débat très long. Je n'ai pas envie de vous reposer la question pour vous dire, montrez-moi les pays islamiques où il y a d'autres systèmes que la démocratie qui marchent. Espérons que ça marche dans les pays islamiques, mais je ne vois pas des dictatures ou des systèmes qui marchent dans nos pays musulmans. Nous sommes à la recherche d'un système et je pense effectivement, comme vous venez de le dire, que la démocratie c'est un mode d'organisation, c'est un mode de gestion des affaires. Ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas une religion. C'est une façon de s'organiser, d'échanger, d'arriver à un processus de décision qui convienne au plus grand nombre. Et la démocratie pour laquelle
nous avons plaidé et qui est le titre de l'ouvrage duquel vous avez parlé. Cette démocratie inclusive, c'est une proposition. C'est une proposition qui vise à atténuer les méfaits ou les inconvénients de la démocratie dans nos pays à ressources insuffisantes. Dans la mesure où, globalement, dans ces pays où il y a la démocratie, tout est pratiquement excédentaire. Il y a un excédent de tout, y compris des ressources humaines. Et nous sommes en insuffisance de ressources. Et j'ai dit que la démocratie peut être divisée en deux grandes phases. Une première phase où il y a la compétition, où il y a la contradiction entre les différents partis, entre les différents protagonistes, mais qu'une fois qu'un président est élu démocratiquement, la majorité opte pour un président, du moment qu'on dise par le bon sens que c'est le président de tous, on peut aussi dire que son programme doit être le programme de tous et qu'il faut conjuguer tous les efforts, y compris l'opposition, pour arriver à réaliser ce programme et que les critères techniques et moraux doivent primer sur l'appartenance ou sur la couleur politique. Et c'est exactement ce système qui est aujourd'hui, qui a été adopté par la France et le président Macron, qui a, après une fois les élections terminées, qui a inclus, qui a intégré des gens qui lui étaient opposés pendant les élections. Soit. Moi, je considère que les sociétés, moi, je m'intéresse, comme je l'ai dit, à la circonscription géographique du tiers-monde musulman. Alors, un certain nombre de penseurs disent que les anciennes croisades, leur modèle ne peut plus se faire au XXIe siècle. Donc il faut un nouveau mode opératoire, plus intelligent, plus sophistiqué, et qui réussit l'exploit de faire entretiller des musulmans entre eux et de les diviser pour ce qui est de la démocratie. Donc, il faut faire la guerre par procuration. En Irak, c'est clair, en Syrie, c'est clair, mais pour les pays qui ne sont pas en guerre, il faut les diviser. Et ces penseurs disent que la société civile a été créée pour jouer le rôle de l'agent qui va remplir la fonction de contrepoids à l'État. Donc ce sera un État parallèle au service de l'impérialisme mondial. Et donc, la démocratie, telle que nous l'avons vue, elle n'a apporté que des larmes et du sang dans les tiers-monde musulmans. Je l'ai dit avec beaucoup de regret. Mais je ne suis pas surpris. Ça, c'est d'une part. D'autre part, elle repose sur l'homme. Or, notre homme a été pollué par l'argent, il faut l'avouer. Les sourires, même dans notre chère Mauritanie, les sourires sont faux. Les amis sont faux. Et même les diplômes sont faux. Il n'y a rien de vrai, c'est triste. Je l'ai dit en me pinçant le cœur, mais c'est la vérité. L'industrie occidentale, le modèle occidental industriel a produit des hommes faux chez nous. Et donc, l'électeur, il est faux. Mais la personne, le candidat, la personne éligible, elle est fausse aussi. Nous avons vu des hommes politiques vendre leurs principes, leur foi, à contre de la matière, contre la dunya. Et donc là, c'est grave, le sujet est d'une ampleur philosophique, épistémologique même. Voilà, c'est lequel je veux vous entendre ce soir. Est-ce que réellement, ce modèle peut être adapté à nos réalités civilisationnelles? Voilà ma question. Et je suis sceptique. Je ne sais pas, je sais que vous êtes un scientifique, je sais que vous vous intéressez aux problèmes de la société, je sais que vous avez été candidat aux élections présidentielles, mais je croyais ce soir que vous parlez en tant que journaliste qui va m'amener à dire ma pensée et non pas de juger la vôtre. Je ne peux pas la juger. Votre opinion, vous êtes libre de l'avoir sur la démocratie, mais de ce que je viens d'entendre, vous confondez
les événements qui se sont produits dans le Moyen-Orient, les guerres, l'intervention des États-Unis, les actions de Bush avec la démocratie. La démocratie n'a pas vu le jour dans ces pays-là. Et ce qui se passe, ce n'est pas du tout la démocratie. C'est pas parce qu'à un moment donné, Bush ou Rice ont dit on va amener la démocratie, on va démocratiser les pays musulmans que leur guerre peut être considérée comme une démocratie. La démocratie est un système assez pacifique, assez tolérant et assez producteur aussi pour être confondu avec les derniers les événements douloureux qui se passent dans les pays musulmans aujourd'hui. Non, moi j'essaie de jouer modestement mon rôle de journaliste, mais c'est un débat contradictoire, c'est vrai. Comme ma tâche n'est pas facile face à une personnalité comme vous, mais je m'efforcerai quand même de poser mes questions à ma façon. Très bien. Non, moi je crois que, pour être honnête, si on pose des critères d'évaluation, des critères objectifs, pour savoir si un modèle est démocratique ou pas, il faut dire d'abord que, on va dire, est-ce que la démocratie chez nous, elle a permis l'alternance? Est-ce qu'elle a donné la justice aux musulmans? Je parle du terme musulman en général, hein? Et même de l'humanité si vous voulez, à part les pays industriels. Bien. Est-ce que dans les termes musulmans, il y a eu une alternance fiable? Est-ce qu'il y a eu de la justice? Est-ce que l'homme vit mieux? Est-ce qu'il y a eu la démocratie? Est-ce qu'il y a eu la démocratie? Vous êtes en train de juger la démocratie là où elle n'existe pas. C'est d'autres systèmes, il faut leur donner leur véritable nom. Ça, c'est des dictatures, c'est des régimes militaires, c'est des populistes, c'est des choses qui n'ont même pas de nom. Mais ce n'est pas la démocratie. C'est pas la démocratie. Dans nos pays, et je pense que c'est la dernière réflexion à laquelle j'avais abouti, mais qui n'est pas dans cet ouvrage, c'est que malheureusement, on ne peut pas confondre élection et démocratie. Que dans nos pays, nous sommes en voie de démocratisation et qu'on doit chercher à démocratiser nos pays et que même dans les systèmes embryonnaires ou les systèmes, au début, il faut trouver des béquilles, il faut trouver des garde-fous, il faut trouver des soutiens pour que les systèmes puissent marcher et que chez nous, il ne peut pas se mettre à rouler sur 4 roues dès la première élection. Il ne faut pas confondre élection, électoralisme et la démocratie. La démocratie, c'est quelque chose vers lequel certaines personnes comme moi tentent sans y arriver, mais les pays, ils sont, espérons, en voie de démocratisation. Le Sénégal est en voie de démocratisation et il y a une alternance et il y a des résultats. Ce que vous voyez, dans les pays africains anglophones, il y a l'alternance. En Tunisie, à côté, ça commence à donner, mais c'est vrai que ce n'est pas la démocratie au sens classique du terme, et ce n'est pas la démocratie inclusive pour laquelle je plaide. Moi, si je vous dis ça, c'est parce que je veux en venir au fait que le prophète alayhi salatu wassalam, et le Saint-Coran avait bel et bien raison. Ah oui, ça c'est sûr. إن أكثر الناس يجتهد بالله شمال متعدد لا يعقلون لا يفقهون. L'extérieur, la majorité, c'est laquelle qui est un principe intrinsèque, propre à la démocratie occidentale. La majorité, surtout d'une société pourrie, comme je l'ai dit, et corrompue, la majorité, de mon point de vue, n'est pas nécessairement la meilleure façon de diriger. Je pense que des systèmes centralisés avec plus de choix à l'islamique, je le dis honnêtement, l'Iran par exemple, l'expérience iranienne, l'expérience indonésienne, que vous connaissez très bien. De mon humble point de vue, ce sont des modèles qui se débrouillent pas mal. L'Iran est en train de produire la bombe nucléaire, s'il vous plaît. Et elle a la stabilité, comme vous le constatez. Ce sont les pays arabes tout autour qui pourtant courent derrière les Occidentaux, qui sont en train d'éclater et d'exploser. Et pire, ce sont des Arabes qui s'entretuent entre eux. Moi, j'ai entendu un intellectuel irakien
l'autre soir, le journaliste lui tendait le micro et lui disait, bon, vous avez gagné parce qu'il fait partie du clan qui a gagné. Il lui a dit, non, madame. Dans une guerre civile, il n'y a pas de gagnant. Point de gagnant. Il n'y a que des perdants. C'est vrai, il y a de bons perdants et de mauvais perdants. Je suis un bon perdant. Parce que nous avons perdu l'État, l'Irak. Et donc, c'est pour vous dire que la démocratie dans les mondes, dans le tiers-monde musulman, il faut avouer qu'elle a des problèmes structurels, propres à la société. Elle n'est pas très conforme avec nos valeurs civilisationnelles. Et donc, il faut l'adapter davantage. Il faut la changer, il faut lui faire une mutation. C'est de cette mutation que j'aurais aimé vous entendre parce que je n'ai pas eu le temps de lire tous les livres. Oui, je pense le premier, la page 1, on parle de le titre, c'est adapter la démocratie. Adopter la démocratie en l'adaptant à nos réalités. C'est exactement ce que vous venez de dire. Et c'est ce pour lequel je plaide. Je pense, dans cet appel qui date d'avril 2005, il y a 13 ans, j'ai dit que la démocratie n'est pas adaptée telle qu'elle est conçue à l'Occident, n'est pas adaptée à nos réalités et qu'on doit essayer de l'adapter. Et j'ai invité les intellectuels mauritaniens à réfléchir à comment adapter cette démocratie qui est le moins mauvais des systèmes à nos réalités. Et dans ce cadre de propositions, j'ai fait un certain nombre de propositions. Je ne les reprendrai pas toutes, mais je vous dirai certaines d'elles qui vont dans ce sens. J'ai dit qu'il faut changer la terminologie, qu'il faut changer les termes opposition par un autre terme. Les candidats à l'alternance ou autres, qu'il faut changer le terme majorité parce que c'est arrogant, c'est pas dynamique, ça ne respecte pas les autres. J'ai fait un certain nombre de propositions. C'est dans ce cadre aussi que j'ai appelé à des conseils régionaux et donc adapter, c'est un vrai problème qui se pose aux intellectuels, aux politiques, aux populations de nos pays d'adapter ce système à nos réalités. Et je pense que ce vers lequel on doit tendre, c'est peut-être, au lieu d'avoir la majorité, de tendre vers le consensus et l'unanimité, mais pas tendre vers la minorité et le système galvaudé d'un dictateur éclairé ou autre. Je pense que ça ne nous avance pas. Non, personne n'a parlé de minorité. Il y a ce qu'on appelle al-hal wa al-aqd, c'est-à-dire les érudits, les savants, les intellectuels, comme vous, comme quelques autres, dont certaines personnes sont présentes. Mais il n'est pas normal. Il n'est pas normal, je vous le dis honnêtement, qu'un grand érudit ait la même voix que moi, par exemple. Ce n'est pas très logique. Un homme éclairé, un homme avisé, un homme converti est un grand électeur, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ça le problème de la démocratie. Moi, je me souviens quand j'étais candidat en 2007, comme vous l'avez rappelé, j'ai trouvé un vieux, شيباني تال بن ياقو. قلت له انت لاهي ان طلبك تزرق لي به اللي ما لا يعود فيها جاك حد يطلبه هو في الخلوه. قال لي لاهي نزرق لها غير قال لي شفت، قال لي لازم لك الصين ما راكي تنجح به اللي لاهي ينجح معروف. يا غير قاع قال لي لاهي نقول لك مساله شفتني تنجح لا تجبر الفضل تجبر الفضل ما تقدر تعارض به لا تعود خايف على فضلك. Il veut dire que dans les tiers-mondes musulmans, on ne peut pas s'opposer. Les opposants, les hommes d'affaires opposants, les intellectuels opposants, les cadres opposants, et vous le savez très bien, sont un peu opprimés, n'ont pas... Donc, voilà. Donc, alors, la question est de savoir, on va prendre le deuxième volet, oui. C'est la bonne gouvernance.
je sais que vous avez été dans la campagne, d'Alain Juppé, et vous avez même l'actuel Premier ministre, il était dans le staff de Juppé, hein, dans la FIP, avant de rejoindre Macron. C'est pourquoi tout à l'heure vous avez fait allusion à la démocratie inclusive en France. Je crois aussi qu'au Maroc, il y a des expériences dans ce domaine. Je crois que le roi a fait, il a nommé des gens qui étaient extérieurs, disons, au palais, hein, provenant de la majorité, de l'opposition. Et donc, alors, dites-moi, docteur Mohamed, comment faire, quel est le corollaire principal de la bonne gouvernance, par exemple, pour éviter à nos pays la corruption dont parlent actuellement les organisations internationales et la gabegie, toutes sortes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien gérer un État? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les grands principes d'une bonne gestion? Vaste programme, dirait l'autre. Vaste programme, dirait l'autre. Mais permettez-moi de revenir un peu sur ce que vous venez de dire à propos de la démocratie et de la valeur du vote des citoyens. C'est sûr qu'un érudit n'a pas la même valeur qu'un citoyen lambda. Mais en démocratie et en politique, sa valeur à lui doit se traduire par les convictions et la force du message et de persuasion qu'il va faire autour de lui. Et donc, cet érudit doit pouvoir drainer ou conditionner le vote de 1000 personnes. Et c'est en cela que son érudition se traduirait en politique. Alors que quelqu'un qui n'a pas la même force de persuasion, qui n'a pas le même background, et ainsi de suite, n'influencerait pas beaucoup de monde ou n'est maître que de sa propre voix. Maintenant, pour ce qui est de la bonne gouvernance, je pense que notre intervention ou notre participation aux côtés de M. Alain Juppé sur sa demande à la campagne présidentielle relève plutôt de la démocratie, du chapitre de la démocratie, dans lequel les démocrates se retrouvent et peuvent s'entraider. Je pense que ça a besoin d'explications qu'un Mauritanien quitte la Mauritanie pour participer à une campagne de quelqu'un comme Alain Juppé. Il faut dire que j'avais dans mon cabinet des partenaires experts comptables qui étaient de son parti. Et quand j'ai commencé à m'intéresser aux problèmes généraux de mon pays et notamment à la démocratie, ils ont commencé à lui communiquer mes écrits et notamment sur la démocratie inclusive, ce qui l'a amené à m'écrire plusieurs fois et à dire une fois que si M. Rousseau a fondé la démocratie, je suis en train de la refonder, avec certainement un peu d'humour. Et un jour, son message est tombé pour m'inviter à participer à sa campagne et donc j'y ai participé parce que c'est d'abord un homme très intelligent, c'est un homme équilibré, c'est un homme qui est favorable ou équilibré dans sa relation avec les Arabes, avec les musulmans, avec l'Afrique et donc j'ai suivi j'ai participé au niveau des réseaux sociaux, de l'Internet et puis à Paris, jusqu'au moment où on a toujours eu des opinions ou des appréciations qui vont dans le même sens jusqu'à l'affaire Fillon. Pour moi, après l'affaire Fillon, il devait quitter ce qu'il lui il appelle sa famille politique et il devait exactement faire ce qu'a fait monsieur l'actuel président. Et il devait même, je l'ai proposé plusieurs fois, créer son propre parti.
La gouvernance. La Pardon. gouvernance, je me suis intéressé à ça. Vous avez rencontré Édouard Philippe dans son staff? Je l'ai rencontré comme, je l'ai croisé comme tout le monde l'a croisé, mais sans avoir une relation particulière, ni même avec lui, ni avec M. Juppé. J'étais un élément d'une campagne, participé à travers les emails, à travers les correspondances et quelques rares réunions. Et est-ce que les gaullistes, ils tiennent toujours à la politique arabe de la France qui a été définie par le général? Je crois que où est-ce qu'ils sont aujourd'hui les gaullistes? Il y a, il y a une certaine culture, il y a un patrimoine, il y a des idées qui restent. Mais les gaullistes en tant que corps et en tant que courant politique, aujourd'hui, moi je dirais que ça déteint sur toute la France, mais que ce n'est pas localisé aujourd'hui ou ce n'est pas... Et vous avez eu des expériences au Maroc. Je sais que vous dirigez l'Institut international de recherche et d'études stratégiques, Ouais. des IRS. Et vous avez donc des partenaires au Maroc. Et je crois même que le Maroc lui aussi s'achemine vers la démocratie inclusive. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir là-dessus? Non, vous savez, moi j'ai fait depuis 2003, j'ai été secoué par le coup d'État de l'époque. Et je me suis dit que je ne peux pas, et je ne suis d'ailleurs jamais resté indifférent quand il y a une grande secousse dans mon pays. La secousse de 89 m'a secoué et j'ai mené un certain nombre d'actions, bien sûr, en tant que par des idées, par des réflexions, plutôt que par l'action politique. Le 2003, le procès de Ouadénag, tout cela m'a amené à me dire que je ne peux pas continuer à travailler dans un cadre totalement privé et désintéressé de la scène publique. Et j'ai contribué par des articles, par des réflexions, par des contacts, en distribuant essentiellement des idées. Et vous êtes un think tank international? Think tank. Un think tank, c'est là où je vais en venir. Oui. J'ai été un think tank sans l'être officiellement. Je l'ai été informel. C'est pourquoi dans cet ouvrage, j'ai recensé un certain nombre d'idées que j'avais présentées à un moment donné. Leur liste, je pense, arrive vers les 70. 70 idées. 70 idées qui ont vu le jour ou des pronostics qui ont été vérifiés. Et à un moment donné, je me suis dit que pourquoi ne pas? Je le fais gratuitement. Je distribue des idées de façon bénévole. Dans leur mise en œuvre, elles sont parfois perverties. Elles ont plutôt l'inverse de ce que je voulais. C'est la conséquence du fait du semis à la volée que je faisais pour les idées. Quand vous semez à la volée, vous jetez comme ça a l'avantage de pousser assez rapidement parce qu'il n'y a pas une hostilité qui est devant. Je ne suis pas un parti politique et donc d'autres partis vont s'opposer à ça. L'idée va faire son chemin, mais elle peut pousser comme une mauvaise herbe. Et c'est pourquoi ça m'a fait beaucoup de peine de voir certaines de mes idées mises en œuvre, mais mal mises en œuvre, si vous permettez les termes. Et c'est pourquoi je me suis dit, le fait de donner un conseil sans être à côté pour l'appuyer et sans qu'on vous le demande n'est peut-être pas la meilleure des choses. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'arrêter. Un inspecteur des finances, si vous permettez, un inspecteur des finances, un ancien collègue à vous, Rocard disait, à l'époque de Mitterrand,
qu'on faisait du rocardisme sans rocard. J'ai décidé à un moment donné Je parlais du Congrès d'Épinay en 100%. parce que de ces 70, il y en a 3 qui ont été exécutés de la façon je pense, de la bonne façon, sur 70. Alors, j'ai dit que je ne donnerai plus d'idées gratuitement, je ne les jetterai pas dans la rue, la volée. Je vais faire un think tank officiel pour des études stratégiques, et ceux qui sont intéressés peuvent les demander, sinon je les garderai pour moi dans le cadre d'une réflexion, d'une recherche, ainsi de suite. Et c'est de là que le bureau d'études, qui n'est pas loin du think tank, a eu ce volet-là de recherche et d'études stratégiques, et qui a commencé à réfléchir sur un certain nombre de problèmes, un nombre de questions, et à intervenir dans des conflits internationaux ou des crises ou autres, en se basant sur l'expérience que nous avons eue en tant que bénévole, après avoir eu la conviction qu'on est capable de produire des idées et qu'elles peuvent rendre service. Très bien. On ne va pas quand même laisser l'opportunité filer. Nous avons un économiste, et alors, moi j'aimerais bien vous écouter sur les équilibres macroéconomiques de la Mauritanie, sur le taux de croissance, le taux d'endettement, la monnaie, l'institut d'émission, la régulation, la compétitivité, les gains de productivité de notre pays quand même. Oui, effectivement, la situation économique de la Mauritanie, parce que quand vous m'avez parlé de cette émission, je me suis documenté, je me suis renseigné sur ces questions-là, et je pense que je peux présenter les choses d'une manière classique, galvaudée, avec la langue de bois, et je n'apporterai pas grand-chose à vos téléspectateurs. Commencer à parler du PIB, il a progressé de telle année, il a diminué telle année, voilà. Je pense que j'ai envie, ça a été toujours d'ailleurs mon approche, j'ai envie de ne pas trop critiquer, de ne pas trop juger, et de ne pas dire ce que les autres ont déjà dit. Et d'abord, quand on parle d'équilibre macroéconomique, quand on parle de croissance, nécessairement, on pense au PIB, produit intérieur brut. Un économiste vous dirait, voilà, la Mauritanie a connu une croissance très forte, un PIB élevé entre 2010 et 2014. Il a baissé avec la crise des matières premières 2015. Il avait baissé avant, en 2008, avec le coup d'État, et 2009. Et moi, j'ai envie de saisir un peu l'opportunité pour dire que les statistiques, l'information financière que les économistes fournissent est un peu biaisée à ce niveau-là. Et je veux que les gens le comprennent et qu'on cherche à trouver une solution pour ça, comme pour la démocratie. Le PIB, c'est le produit intérieur brut de la Mauritanie. Mais le critère qui est retenu, c'est celui de la résidence en Mauritanie. Les Chinois qui travaillent en Mauritanie et qui gagnent de l'argent et qui l'envoient en Chine, ils sont intégrés dans le PIB mauritanien. Non, dans le PIB mauritanien. Et c'est une croissance mauritanienne. Et quand on veut savoir le revenu moyen des Mauritaniens, on va diviser par le nombre de résidents, y compris les Chinois, les Australiens, Cosmos, MCM, ainsi de suite. Ceux-là sont considérés comme des Mauritaniens. Alors que nos expatriés en Angola,
apportent beaucoup pour le pays, leurs revenus ne sont pas intégrés dans le PIB. Il y a une notion qui s'appelle le revenu national brut, c'est-à-dire les Mauritaniens, qu'ils soient en Arabie Saoudite, qu'ils soient en Angola, qu'ils soient en Mauritanie, leur valeur ajoutée, leur revenu est pris en compte. Et on déduit de ça ce qu'on transfère à l'étranger, les produits des étrangers. Cette notion-là a été supprimée depuis, je crois, les années 90, avec la mondialisation, avec la dominance, ce que vous dites, la domination des économistes occidentaux, qui, pour eux, l'essentiel, c'est l'économie du pays telle que produite, que ce soit par des nationaux ou par des étrangers. Ce qui fait que ça, c'est quelque chose auquel il faut, j'ai envie d'attirer l'attention, que le PIB a ce défaut-là, qu'il nous donne des statistiques sur ce que nous gagnons et ce que les étrangers gagnent, et il occulte ce que les étrangers envoient à l'étranger, et il occulte ce que les nationaux produisent à l'étranger. Donc, et c'est pourquoi dans les pays sous-développés, le PIB est toujours supérieur au PNB. Parce qu'il y a la part des étrangers qui est... il y a un autre défaut, c'est que les travaux domestiques ou autres qui ne sont pas rémunérés en monnaie ne sont pas intégrés dans le PIB. De plus, je donne un exemple. Vous avez une vache, des vaches, pendant l'année de sécheresse-là, vous avez dépensé 1 million pour les nourrir. Elles sont mortes. Le PIB va comptabiliser les millions, alors que les bêtes sont mortes. On va considérer, s'il y a un accident de voiture, la réparation est considérée comme une production. Et donc, c'est important parce que, à dire au début, parce qu'on va parler du PIB. La Mauritanie a connu des phénomènes extraordinaires en 2010 et en 2015. Et c'est le taux d'endettement? J'allais dire, donc, vous avez certainement compris, les téléspectateurs aussi, qu'en 2010, il y a eu une flambée des matières premières. Et le prix du fer a été multiplié par 4. Il y a eu l'or, il y a eu énormément de Westmont, et donc il y a eu un tsunami financier. Il y a une inondation qui a duré de 2010 jusqu'à 2014. Mais en 2015, le phénomène inverse s'est produit. Il y a eu une sécheresse très forte et le taux de croissance a été très bas, et le cours du fer, le cours des... et l'investissement direct en a été impacté. Maintenant, pour ce qui est du niveau de l'endettement, je pense que c'est quelque chose qui est inquiétant. Inquiétant parce qu'on est à quelque chose très proche de 100% du PIB, l'endettement de la Mauritanie. C'est que c'est traduit par quoi? Pour expliquer ça aux téléspectateurs, c'est quoi 100% d'endettement? Non, c'est très simple. C'est que notre PIB est de l'ordre de 5 milliards de dollars. Et quand on dit que le PIB, l'endettement représente, s'approche des 100%, ça veut dire qu'on a 5 milliards de dollars de dettes. Il y a, et donc c'est inquiétant. Certains disent que c'est un endettement de pays riches, parce que ça représente le budget de l'État 5 ans. Parce que vous voyez, ça représente un niveau donc très élevé. Il y a cependant un autre élément, c'est que le service de la dette est le deuxième poste. C'est 6% du PIB. C'est 6%.
il y a un élément qui tempère, qui modère un peu cela, c'est que le- le- les prêts concessionnels, les dons, représentent une bonne partie de cet endettement, même si la Banque mondiale signale qu'il y a une propension nouvelle à contracter des prêts non concessionnels. Et je pense que les années à venir vont être un élément important va être ce niveau d'endettement et que les bailleurs de fonds, le Fonds monétaire international auront beaucoup leur mot à dire sur l'économie mauritanienne eu égard à son niveau d'endettement. Cet endettement aussi, il faut le signaler, c'est lié à cette crise 2015 parce que on s'est endetté auprès de l'Arabie Saoudite pour ce que les réserves de la Banque centrale baissaient trop fort, étaient affectées par la baisse des exportations et on a contracté un emprunt auprès de l'Arabie Saoudite. Et aujourd'hui, il y a aussi ce prêt de 162 millions de dollars vis-à-vis du Fonds monétaire international, un accord qui a été fait. Ce n'est pas un point positif ni un point fort de l'économie mauritanienne, l'endettement. Il s'explique aussi par des choses que l'on doit savoir et qu'on n'imagine pas. C'est que durant cette période de hausse des prix et de hausse des exportations, les opérateurs dans le domaine des mines, Tasiast, Cosmos, Lasnim, ainsi de suite, ils ont utilisé 90% des recettes d'exportation. 90% de ce que le minerai a rapporté est parti à l'étranger pour acheter les biens qui permettent, soi-disant, l'exploitation du minerai. En plus des gros investissements de l'État. Et il y a les transferts des bénéfices des sociétés. Ce qui fait que la balance commerciale n'a jamais été que déficitaire. Et quand la balance commerciale est déficitaire, on ne peut que s'endetter pour la financer. Et comment vous expliquez, docteur, que 58 ans après l'indépendance, nous ne produisons rien? Nous exportons que des matières brutes sans aucune plus-value, aucune valeur ajoutée. Nous ne créons pas de richesse pour nos enfants, ni d'emploi. Comment vous expliquez la Mauritanie pour tout? Je pense que récemment, pour toujours éclairer sur la situation économique et financière, les investissements sur les infrastructures ont représenté 50%. Et sur les ressources humaines, on a investi 9%. Éducation, santé, recherche, jeunesse, justice. Alors, qu'est-ce qui peut permettre à un pays de se développer ou de créer? Ce sont les ingénieurs comme vous. C'est le savoir-faire, c'est l'économie du savoir. Je pense qu'on l'a beaucoup négligé, surtout ces dernières années, et que il faut rectifier le tir à ce niveau-là pour espérer que l'on puisse produire. Et ce que vous avez dit est vrai. L'industrie représente 9% de l'économie. Or, ce qui est réellement nous maîtrisons et qui est la véritable richesse, c'est l'industrie et c'est le savoir. C'est le savoir. Et cela a été, il faut dire que les moyens manquent, mais je pense que c'est un élément d'explication de votre interrogation. Très bien, et que faut-il, parce qu'on s'achemine vers la fin, que faut-il pour le rediffer, pour doper le panier de la ménagère, je veux dire
pouvoir d'achat des concitoyens mauritaniens. Je, je vous ai dit tout à l'heure que je ne cherche plus à produire des idées, à produire des idées et de les lancer dans le cadre d'une philanthropie ou d'une semence à la volée, ainsi de suite. Donc mon esprit n'est pas très préparé à donner les recettes ou les idées. Mais je pense que réellement, nous avons besoin de modifier un peu notre stratégie et notre façon de voir les choses au niveau de l'économie. La richesse se crée dans tous les pays du monde et on n'inventera pas un nouveau système en Mauritanie à travers l'entreprise. Ce n'est pas le budget de l'État, ce ne sont pas les finances publiques, ce ne sont pas les dons ou les subventions de l'étranger qui vont doper le panier de la ménagère ou le pouvoir d'achat des Mauritaniens. C'est l'entreprise. Or, dans les politiques économiques en Mauritanie, l'une des originalités, c'est que nous sommes un pays capitaliste, un pays libéral. De toute façon, on n'est pas un pays socialiste. Et vous n'entendez jamais parler de l'entreprise. La petite entreprise, l'entreprise artisanale, la grande entreprise, la moyenne entreprise. On n'en parle pas, alors que c'est à travers l'encouragement des entreprises, à travers les crédits, à travers la fiscalité, à travers la vulgarisation par la comptabilité, la formation, créer l'enthousiasme, l'espoir chez les Mauritaniens. Ce n'est pas par la lutte contre la pauvreté qui est quelque chose d'humiliant et qui est un actif passif. C'est de demander aux Mauritaniens de produire et leur talent, leur richesse. Il y a des gens qui sont doués par l'agriculture. Il faut les aider à créer des entreprises agricoles et à produire dans l'agriculture. Il y a des gens qui sont doués de l'homme, qui sont doués pour l'élevage. Il faut aider à ce niveau. Il y a d'autres qui sont doués pour le savoir. C'est donc l'homme mauritanien, la formation de l'homme mauritanien et l'orientation vers l'entreprise qui permettra de créer la richesse. Et le respect de l'entreprise, qu'elle soit grande ou qu'elle soit petite. Je pense qu'elle n'est pas respectée, l'entreprise, ni par ceux qui sont le patronat, qui s'occupent, ils ne font pas du syndicalisme pour l'entreprise et la promotion de l'entreprise, mais encore moins de l'État. Vous savez, on aurait pu faire de la diplomatie économique pour nos entreprises, chercher à exporter, chercher à créer des associations, que l'État s'implique. L'État, dans sa relation avec l'économie, c'est l'assistance. Mais ce n'est jamais le catalyseur et le guide des entrepreneurs. On voit souvent d'ailleurs que chaque fois on les pince, soit fortement, soit moins fortement, avec les impôts, avec des évictions, et que chaque fois qu'une entreprise est assez grande, on trouve le moyen de la liquider, et ainsi de suite. Il y a eu plusieurs cas d'entreprises, et ça, je pense que c'est des choses très graves qui ne permettront pas au pays de se développer. C'est à travers l'entreprise que le pays se développe, et non pas à travers l'assistance de l'État. Et voilà, c'est ce mot d'entreprise, ce mot-clé. On va terminer l'émission. Le temps a touché malheureusement à sa fin. ولم يبقى لي إلا أن أشكر الاقتصادي والجامعي الدكتور محمد الحسن على هذا اللقاء حول كتابه الديمقراطية الاحتوائية والحكم الرشيد. وإلى موعد جديد وضيف جديد. هذا محمد أحمد يحييكم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.